Bonjour, nous recevons Benjamin Badier. Vous êtes agrégé d'histoire au Panthéon, l'Université du Panthéon de la Sorbonne. Vous êtes enseignant à l'Université de Bretagne Sud à Lorient et vous êtes connu comme un spécialiste du Maghreb. Vous venez de publier un livre sur Mohamed V. Alors pour situer Mohamed V, c'est le père d'Hassan II et donc le grand-père de l'actuel souverain alaouite Mohamed VI. Quand on va à Rabat, il y a un passage obligé, c'est le mausolée de Mohamed V, qui a été construit par son fils en 71. Mais quelle est l'histoire parce que il est mort avant, il est mort assez jeune d'ailleurs, le Mohamed V. Effectivement, Mohamed V est mort en 1961, à l'âge seulement de 52 ans. Il est mort d'une opération chirurgicale, il ne s'est pas réveillé de l'anesthésie. Et 10 ans après sa mort, son fils a fait construire un grand mausolée qui surplombe Rabat, près d'un site avec une ancienne mosquée médiévale, qui a un magnifique bâtiment dans lequel on peut voir le tombeau de Mohamed V. Et c'est un tombeau qui est tout à fait inédit parce que c'est le seul tombeau d'un souverain marocain qui soit librement accessible comme ça au public. Alors, il y a Mohamed V et depuis 99, Hassan II l'a rejoint dans Voilà, cette nécropole. et ça domine le fleuve qu'on appelle le Bourg-et-Greg. Vous racontez donc que Mohamed V a été mis sur le trône à seulement 18 ans. On était en 1927. Comment il s'inscrivait dans la dynastie alaouite ? Alors il prend la suite de son père, Moulay Youssef, qui était sultan depuis 1912, depuis le début du protectorat français. Et il lui succède sans être l'héritier pressenti pendant très longtemps parce que au sein de la dynastie alaouite qui règne depuis le XVIIe, il n'y avait pas à l'époque de règle de succession au trône, à l'exception d'une règle tacite qui était que le sultan devait être le fils du précédent sultan ou le petit-fils d'un précédent sultan. Et la succession se jouait la plupart du temps entre un ensemble de frères, On est sous le, avec un jeu politique. on est sous le protectorat français, donc c'est Lyautey qui est le résident général. Alors en 1927, il est plus résident général depuis 2 ans. Il a chuté à la suite de la guerre du Rif en 1925. Il a dû démissionner. C'est un autre résident général qui est moins connu, qui s'appelle Théodore Steg. Mais on est effectivement dans les premiers temps du protectorat français sur le Maroc. Ça fait à ce moment-là 15 ans que le protectorat a été établi. Et son père a été le premier sultan de ce protectorat. Et donc il succède à son père aux dépens de 2 de ses frères aînés. Il est choisi par un ensemble d'électeurs marocains, parmi les notables marocains, mais il est surtout choisi à l'issue d'une sorte d'intrigue politique qui mêle des Marocains et qui mêle l'administration coloniale, donc les Français. Donc en fait, le roi Mohamed V donc, va soutenir le mouvement nationaliste. C'est l'Istiklal à l'époque ? Alors ça dépend de quelle période on parle. Dans les années 30, au moment où émerge le mouvement nationaliste, il ne le soutient pas véritablement, il est intrigué par ce mouvement, il écoute ce que ce mouvement a à dire, mais il ne le soutient pas véritablement, il est même plutôt du côté de la répression qu'organise la résidence générale. Son soutien, c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale, qui constitue une rupture dans son règne et dans l'histoire du Maroc. Il soutient donc le parti que l'on appelle le parti de l'Istiklal, littéralement le parti de l'indépendance, qui en 1944 émet un manifeste de l'indépendance, donc revendiquant l'indépendance vis-à-vis des Français. Et à partir de ce moment-là, il s'allie progressivement aux nationalistes contre les Français en faveur de l'indépendance. Ce qui ne va pas plaire au résident général, donc aux Français, qui vont jouer, si j'ai bien compris l'histoire, la carte du pacha de Marrakech, le Glaoui. Oui, effectivement. Alors l'engagement du sultan en faveur de l'indépendance va avec un engagement pour une monarchie forte, beaucoup plus forte qu'elle l'était auparavant. Et ce double engagement mécontente à la fois les autorités coloniales, la résidence générale, plus certains membres du gouvernement parisien, ainsi qu'une partie des élites marocaines. Et donc on a une alliance progressive entre les autorités coloniales et une partie des élites marocaines, dont le principal représentant est Tami El Glaoui, le puissant pacha de Marrakech. Et cette alliance conduit en 1953 à la déposition de Mohamed V.
Alors, le Glaoui, il est soutenu, j'ai lu dans votre livre, par 23 pachas. Expliquez-nous un petit peu, enfin, on sait très bien que le Maroc, il y a une formule qui résume le Maroc, c'est de la Siba au Marzen, c'est-à-dire en gros de la rébellion au palais, avec ces tribus qui font allégeance et puis qui après se remettent à nouveau en opposition. Comment est-ce qu'on passe du stade de pacha, de pacha à sultan ou de sultan à roi? Enfin, c'est pas très clair pour moi. Alors oui, c'est lié au fait que le système politique traditionnel marocain est maintenu par la colonisation française, puisqu'on est dans un protectorat, c'est une administration indirecte qui maintient les autorités locales et les institutions locales. Le sultan doit, pour être sultan, reconnu par un ensemble d'acteurs marocains, parmi lesquels on trouve les représentants des tribus. Le territoire marocain à l'époque est divisé en ensemble de tribus qui sont dirigées par des caïds. Il doit également être reconnu par des notables marocains, notamment les gouverneurs des villes, qui sont les pachas. Donc on a ici le pacha de Marrakech. Certains sont nommés par le sultan, d'autres sont plutôt des potentats locaux. Le Glaoui étant le plus puissant de ces pachas, donc à Marrakech. Lui, il ne peut pas devenir sultan, le pacha de Marrakech, Celui qui a mais il se remplacé, rebelle contre... si je peux me permettre de vous couper, celui qui a remplacé le pacha, maintenant, c'est le wali. Alors c'est un peu l'équivalent. En fait, la fonction de pacha a progressivement disparu après l'indépendance. Le wali, lui, il dirige une région C'est plutôt. une Le sorte de pacha, il dirige préfet. une ville. Le wali est une sorte de préfet. Le pacha serait plutôt l'équivalent du maire, à l'exception qu'il n'est pas élu. Alors revenons à Mohamed V. Il est exilé en Corse puis à Madagascar. On va le faire revenir sur le trône. Notamment, je crois que le père de l'ancien ministre Hubert Védrine joue un rôle dans ce retour au royaume chérifien. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on le remet sur son trône? Les Français ne voient pas d'autre issue parce que les troubles continuent? Pourquoi est-ce qu'il revient sur le trône? Oui, effectivement, Mohamed V est restauré sur le trône du Maroc à la fin de l'année 1955 par le gouvernement parisien, par le gouvernement français, en raison de l'instabilité croissante au Maroc. Son exil en août 53 a déclenché une vague d'attentats nationalistes, puis en 1955 un mouvement de guérilla dans le nord du Maroc qui déstabilise totalement les intérêts français dans la région, dans un contexte où la guerre d'Algérie a également commencé dans le pays voisin. Donc les Français, le gouvernement français, à l'époque c'est Edgar Faure et Antoine Pinay au ministère des Affaires étrangères, font un calcul très simple qui est que pour préserver les intérêts français au Maroc et dans la région en général, leur meilleur allié possible est le sultan. Et donc il est rappelé à la fin de l'année 1955, il est restauré dans ses droits, et avec cette restauration vient une promesse d'indépendance qui est réalisée en mars 1956. Alors, on parle beaucoup de l'antisémitisme en France depuis le massacre du 7 octobre 2023 en Israël. Et on avait coutume de dire que le roi Hassan II protégeait les Juifs. Mais vous soulignez quand même que Mohamed V n'a pas pu empêcher le daïr anti-juif et qu'une bonne partie des Juifs ont quitté le Maroc entre les années 40 et 60. Oui, alors là, il faut peut-être définir ce qu'on appelle par la protection ou par le fait de protéger les Juifs. Il s'agit en fait pour le sultan d'une prérogative régalienne qui est que le sultan musulman, le souverain musulman, protège les populations juives. C'est un attribut de sa souveraineté, de son pouvoir. Mohamed V, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a scellé les daïrs, donc les décrets, qui mettaient en place la législation anti-juive de Vichy au Maroc, qui touchait à la fois les juifs français installés au Maroc et également les juifs marocains. Donc il a peut-être cherché à les protéger, on sait qu'il a été réticent à sceller ces daïrs. Mais dans les faits, cette protection n'a pas véritablement eu d'effet. Ce à quoi on assiste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40 aux années 60, c'est un détachement progressif de la communauté juive vis-à-vis du pouvoir marocain, avec notamment un exil croissant vers Israël, mais également vers la métropole, vers la France, avant comme après l'indépendance du Maroc.
Alors vous dites que Mohamed V a été le premier réformateur du Maroc, cela étant, il n'a pas régné extrêmement longtemps, et puis il y a une forte empreinte du système français, notamment au niveau à la fois des services de sécurité qui sont un peu calqués sur l'organisation française, mais aussi, vous le soulignez, du système judiciaire. Oui, alors il a régné en tout 34 ans, mais il n'a véritablement gouverné que 5-6 ans, après 1956 et jusqu'à sa mort en 1961. Et on peut effectivement remarquer une très forte continuité entre le système colonial du protectorat et l'État marocain. Toutes les structures ne viennent pas du modèle français, la monarchie par exemple existait avant, mais une bonne partie par exemple des institutions régaliennes, que ce soit la police, l'armée ou la justice, l'administration en général, sont inspirées par le modèle français. Et du fait qu'il n'y ait pas de rupture forte en 1955-1956, fait qu'il y a une forte continuité de fonctionnaires, de modèles, de normes juridiques également entre le système colonial français et les premières années du Maroc indépendant. Vous évoquez d'ailleurs, vous parlez de l'année 56, une visite importante en avril 1956 du roi Mohamed V à Franco. Franco, donc, qui est le dictateur espagnol. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la France par rapport au Maroc, mais l'empreinte espagnole est tout aussi forte. Et d'ailleurs, je crois que les Espagnols avaient reconnu le Sahara occidental avant que la France ne soit tout récemment contrainte de le faire. Alors effectivement, il faut toujours rappeler que le protectorat sur le Maroc est en fait un protectorat partagé entre la France, qui occupe la majeure partie du Maroc, et l'Espagne, qui occupe la partie nord, notamment le Rif, mais également des parties au sud, et qui détient des colonies, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara occidental. À l'époque, c'est le Sahara espagnol, c'est une colonie espagnole. S'il rend visite à Franco en avril 1956, c'est pour négocier l'indépendance, qui a déjà été reconnue par la France, mais qui ne l'a pas encore été par l'Espagne. Et l'Espagne, à ce moment-là, se voit un peu forcer la main par la reconnaissance française de l'indépendance. Alors on voit en ce moment des émeutes au Maroc qui sont liées au fait que les Marocains ont beaucoup développé les infrastructures, la vitrine, mais il y a un certain nombre de manques et sur le plan de la santé, il y a une coexistence d'un Maroc finalement très pauvre, très rural et puis de l'urbanisation croissante. Comment se fait-il, peut-être que quand l'émission sera diffusée, ces émeutes se seront calmées, mais comment se fait-il que le roi, le El Malik, n'est jamais attaqué, ou en tout cas est préservé, et que c'est toujours le gouvernement qui est en première ligne? Alors effectivement, il y a des manifestations au Maroc qui, par certains endroits, ont tourné en émeute depuis fin septembre, menées par la jeunesse qui s'est organisée sur les réseaux sociaux, sur la plateforme Discord. Les manifestants revendiquent des améliorations sociales, la lutte contre la corruption, mais également ont des revendications politiques. Le groupe que l'on appelle Génération Z 212 pour l'indicatif du Maroc, exige par exemple la démission du Premier ministre, Aziz Arranouch, mais ne s'en prend pas au roi. Ça, c'est un phénomène constant dans l'histoire récente de la monarchie marocaine, c'est-à-dire qu'elle est protégée, elle est a priori à l'abri des critiques. Les critiques sont reçues par le Parlement, mais également par le gouvernement. Il y a une permanence de la dynastie alaouite, ce qui en fait un pays très différent de l'Algérie. Merci Benjamin Badier. Donc, je conseille la lecture de ce livre très intéressant sur l'histoire de Mohamed V et la naissance du Maroc moderne. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TVO et TV Sud. Passez une très bonne fin de semaine.